Quel plaisir. Bienvenue dans Fantastic Slice, qui signifiera des tranches de fantastique, comme si le fantastique était du fromage qu'on a tranché pour en faire des portions individuelles, délicieuses et savoureuses. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets. Le premier, ce sera le sujet de la peau blanche, les dents, le sang, l'hypnose du regard charmant, la cape noire, la chemise rouge, l'élégance et l'assurance. Tant de moyens de faire vivre le mythe, tant d'adjectifs pour le définir. Il est immortel, possède des faiblesses, mais les exploite avec brio. Le vampire est sans doute une des figures fantastiques les plus populaires et les plus aimées de notre grande et belle culture commune. Ce grand sujet, qu'est le vampire, va être abordé ce soir. Il y a un autre sujet, il y a cette idée, ce concept qui oscille au centre de plein de croyances, qu'elles soient religieuses ou scientifiques. Suis-je une âme qui possède un corps ? Et si mon corps meurt, où va-t-elle, cette âme ? Ai-je besoin d'un corps pour exister ? Si oui, combien de corps ai-je eu ? Sont-ils toujours de la même espèce ? La réincarnation bouleverse l'esprit humain et nous donne toujours plus envie d'y croire. Voilà donc deux immenses sujets pour ce premier épisode de Fantastic Slice, le vampire et la réincarnation. Les présentations ont été faites, mes chers amis. Et la première question que j'ai envie de vous poser: êtes-vous des vampires ? Est-ce que c'est pas exactement une question qu'un vampire poserait ? Ouais. Je commence doucement à me méfier de toi, là. C'est vrai que un vampire aurait Alors, tendance du coup, à... Il y a quelque chose qui est intéressant immédiatement selon moi, c'est que ça pose l'un des premiers mythes qui s'est un peu perdu ces derniers temps, je trouve, mais qui est autour du vampire, qui est l'idée qu'il n'aurait pas d'image dans le miroir. Oui. On Et raconte, donc... selon certains mythes, que le vampire ne possède pas de reflet. Ouais. Et donc, bon, je pense qu'on y reviendra probablement plus tard, mais la question se pose. Si on considère que ça c'est vrai, est-ce qu'il a un reflet à travers une webcam ? Est-ce que c'est possible de filmer le vampire ? Et sinon, Alors. on a une preuve ici que personne n'est un vampire. Tout le monde peut être rassuré. Personnellement, je mange ma viande quasi crue, mais très aillée, donc... Oui, d'accord. Bon, c'est vrai qu'on a une première preuve. On a presque deux preuves. Eh ben, moi je pense qu'on est tous des vampires, hein, parce que tous ici on mange du boudin. Waouh. Eh oui. Ok. Voilà. Admettons que le boudin, oui, c'est vrai que c'est du Hmm. sang qu'on a cuit, hein, tout simplement. Après, est-ce Et que donc, manger du sang fait de nous des vampires ? Je ne sais pas. Ouais. D'où la question, quel est le concept du vampire ? Le vampire, Eh ben, d'où vient... On peut récapituler un petit peu ce qu'est un vampire. Alors, oui, ouais, Vaste déjà, entreprise. on va prendre le terme vampire, je pense. On va faire Oui. un peu d'étymologie. Donc le vampire, comme en français AMPIRE, c'est un anglicisme qui vient de l'anglais vampire, VAMPIRE, qui vient lui-même d'un mot français VAMPYRE, Oui. qui vient lui-même d'un mot allemand vampire, VAMPIR, Du qui coup, vient ça se lui-même dit vampire. d'un mot Vampire. Mais serbo-croate, c'est vrai, le V en allemand se dit F. qui vient lui-même d'un mot serbo-croate vampire. Voilà. Et donc l'étymologie, oui, parce que j'ai pas Attendez, l'énorme j'ai culture, très parce que envie. j'ai pas J'ai très envie de vérifier comment ça se dit en japonais parce que finalement, ce qui nous anime le plus, c'est le Japon, n'est-ce pas ? Ouais.
Et ça se dit Kyuketsuki en japonais. Pas ça... certain. Non, c'est pas certain du tout, hein, vraiment pas du tout. Mais... Et du coup, cette recherche m'a mené jusqu'au mot albanais Dempir, qui se compose en deux mots, Dembe, qui veut dire dent en albanais, et Piré, qui veut dire boire ou aspirer. Donc littéralement, un vampire c'est un buveur par les dents. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est ce que je voulais apporter, puisque c'est la première question que je me suis posée, qu'est-ce qu'un vampire? Et donc là, à partir de là, on a découlé beaucoup d'autres interrogations en fait. Qu'est-ce que le concept du vampire, et le vampire moderne est-il vraiment l'archétype de notre époque contemporaine? Et en fait, ce mythe, il remonte parce que de tout temps, en fait, celui qui boit le sang prend la vie et l'âme de l'autre. Oui, on commence à travers cette phrase, on commence à entrevoir le lien qu'on pourrait faire entre le vampire et la réincarnation, mais nous ne faisons que l'entrevoir. Un des premiers mythes du vampire proviendrait, enfin la naissance d'un des premiers mythes, du mythe du vampire, essentiellement, proviendrait de certains cadavres qui auraient du mal à pourrir, hein. On aurait observé des corps qui ne pourrissaient pas, et bah ça fait peur à une certaine époque. Des corps qui restent comme vous et moi post-mortem, ça fait flipper. Et ces corps-là, on raconte qui hantent certains lieux et qui viennent boire le sang des vaches, des chèvres, etc. Et c'est un peu ce truc-là qui va faire naître le vampire. Qui est vraiment une croyance médiévale, hein, comme beaucoup d'autres croyances, pas très fondées. D'ailleurs, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, cet homme qui se maquille en vampire est très intéressant. Je pourrais le cadrer un peu mieux. Pour en revenir à cette question du reflet que tu évoquais tout à l'heure, Augustin, ce qui a fait naître le mythe du reflet, comme quoi le vampire n'aurait pas de reflet, c'est le fait qu'il détestait se regarder lui-même dans un miroir. À partir du moment où il se voyait, il disparaîtrait. Et donc on en a digressé avec le temps, et c'est pour ça qu'on raconte que le vampire n'a pas de reflet. On n'a pas pu vérifier encore, hein. Mais moi je me vois dans le miroir en tout cas. Donc je pense que ce mythe est faux. Mais je pense que il y a un truc intéressant globalement avec le concept de vampire dans sa globalité, parce que quand moi j'ai cherché, ce que j'ai trouvé, c'est que visiblement c'était une légende qui était apparue de manière plus ou moins indépendante dans plein de cultures différentes et plein d'époques différentes. Et sous des formes différentes aussi. Oui, c'est ça. Il y a toujours des petites spécificités. C'est pour ça. Il y a un genre de tronc commun d'une bestiole qui se nourrirait du sang, machin. Mais après, il y a dans les petites, je sais pas comment appeler ça, mais disons les petits détails croustillants de la légende, c'est-à-dire cette histoire de miroir, l'ail, les pieux en bois, tout ce qu'on connaît dans notre mythe occidental, tout ça diffère énormément ensuite en fonction des époques et des cultures. Et en fait, moi, ce qui me plaît bien dans cette histoire, enfin dans ces mythes, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un peu des aimants à mythes locaux et populaires. C'est-à-dire que, pour moi, tu vois, ce qu'on appelle un vampire, qui est dans l'inconscient collectif des gens, c'est pas du tout la même chose maintenant qu'au XVIIIe siècle, et c'est pas du tout la même chose au XVIIIe siècle en Europe qu'au Japon, qu'en Amérique latine ou peu importe. Il est certain que l'idée du vampire a progressé, et aujourd'hui c'est clairement même attribué à des gens du quotidien. C'est même plus une sorte de presque de symbole psychologique, hein. On va dire de quelqu'un qu'il est vampirique quand il a tendance à absorber un peu les autres, quoi. Ouais. C'est sûr qu'à l'époque, à l'ère médiévale, on disait pas je te trouve un peu trop vampirique avec moi, je trouve que tu es toxique dans notre relation. C'est pas, ouais, c'est sûr. C'est vrai, ça a beaucoup évolué.
Ouais, bah, par exemple, il a fallu attendre 1922 et le film Nosferatu pour que le concept du vampire qui craint la lumière du jour existe. Ça n'existait pas du tout avant. C'est Ouais, quelque chose de très c'est contemporain. Murnau qui a instauré. Ouais. Mais en Ouais. fait, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut Un dire des que. un des codes les plus présents aujourd'hui, hein, parce que c'est quand même Ouais, quelque chose de. ouais. Bah, c'est même une des armes les plus puissantes qu'on pourrait avoir contre un vampire, Ouais. c'est de l'exposer à la lumière du soleil. Parce que ça aussi, D'accord. c'est un réel sujet. Comment on se bat contre un vampire? Enfin bon. Mm. Mais oui, comme tu dis, Murnau qui introduit, et ça veut dire quelque chose, ça veut dire que peut-être que nous, d'une certaine manière, si on écrivait une histoire ou qu'on faisait un roman sur les vampires, on pourrait lui ajouter une faiblesse ou une nouvelle Bien force. sûr. Parce Mais qu'à travers c'est toute d'ailleurs quelque l'histoire, chose- le vampire est quelque chose qui s'est perpétuellement construit hein, vraiment. Ses forces et ses faiblesses n'ont jamais été figées à un moment donné, elles n'ont fait qu'évoluer, mais jamais régresser. C'est-à-dire qu'on ne fait que lui attribuer de nouvelles choses, on lui en enlève jamais. Et en général, c'est des faiblesses, parce que bon, bah, Disons que la trop base puissant. est toujours la même. Après, libre à chacun d'interpréter le vampire comme il le souhaite. Mais ce qui est marrant, c'est que. Vas-y, finis. Parce que suivant les œuvres, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou autres, qui ont traité du vampire, il va pas avoir la même forme. Souvent, c'est aussi quelque chose qui a plusieurs formes. Alors, le vampire peut se transformer en chauve-souris, paraît-il. Ou le vampire, lorsqu'il prend forme humaine, devient dangereux. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui tournent autour. Et oui. libre à chacun après de... Brouty nous rappelle que, d'ailleurs, on en arrive même à la super évolution de briller en plein jour dans Twilight. Exactement. Ce qui est incroyable. Je sais du pas coup, si c'est- c'est cette référence, mais c'est vrai. Bah, moi, j'aime beaucoup la Ouais. référence de Twilight. Je trouve que c'est une version du Ah, mais vampire qui est... Qui est très intéressant. Bon, déjà, j'aime bien Twilight. En tant qu'œuvre générale. Mais bon, c'est vraiment un autre débat. Hein. On fera une émission sur pourquoi on aime ou pas Twilight. Moi, j'aime beaucoup Cédric Diggory, en tout cas, dans le rôle du vampire, et très sympa. Très sympa. Hein. Allez, Mais, salut. Il a tout donné. Brouty a tout donné sur cette phrase. Bien joué à toi, merci. Pour l'évolution du vampire, c'est. Du coup, j'avais aussi. J'allais justement évoquer Twilight parce que. En fait, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à. On n'a pas besoin de lire un bouquin du 19e pour la voir, l'évolution du vampire, au final. Hein. Il suffit de regarder. Tu regardes Buffy contre les vampires. Et tu regardes comment est traité le vampire. Et il a quand même tous ces petits perks qui font un peu désuet, tu vois. C'est-à-dire que, déjà, donc, en gros, dans les bouquins du 19e ou du 20e ou même plus tôt, le vampire, on pourra. Ça, c'est un des côtés aussi qu'on pourra, je pense. Dont on pourra discuter. On a c'est l'idée quand même Arthur que qui le vient de nous vampire- mettre. Je t'interromps juste 2 secondes. On a Arthur qui vient de Vas-y, nous vas-y. mettre Nosferatu de Murnau. Ah bah, voilà. Juste là, hein. Vous le voyez, ça c'est un bonheur. C'est un bonheur ce film, c'est incroyable, l'ambiance est folle. Vas-y, je t'en prie, Augustin, excuse-moi, c'était juste pour préciser ça. Ouais, pas de souci. Je disais que ouais, donc il y a le vampire, il a assez vite, il a cette image quand même de la créature qui est cool, qui est, c'est pas juste une créature violente, c'est une créature qui séduit ses victimes. Alors c'est récent ça, hein, je rebondis tout de suite, c'est assez récent oui. parce qu'à l'époque le premier vampire, il se regarde pas dans son reflet parce que il est trop laid. Pour ça, hein. C'est quand même, ça a évolué. Oui. Au début, c'était une entité chétive, presque zombifique. Hein. Avant de se nourrir, dans les premiers écrits, avant de se nourrir de sang, le vampire est presque un revenant au sens, un mort-vivant, hein, au sens un peu Walking Dead moderne. Hein. C'est vraiment une espèce d'entité cadavérique qui sort de son tombeau. Ce qui définit le vampire réellement, c'est le fait qu'il soit mort et qu'il revienne à la vie. Oui, c'est un revenant. Voilà, c'est une condition sine qua non du vampire. Il faut qu'il soit mort initialement. Sine qua non, qui d'ailleurs est très proche de cinnamon, qui veut dire cannelle en anglais, mais après ça c'est plus. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Voilà. Exactement. Je voulais rebondir là-dessus sur le fait que ton vampire devient un séducteur. Mais ça, c'est un concept qui vient plutôt de la Renaissance, où là, où est apparu quelques cas plus ou moins célèbres, notamment de princesses de disparition de jeunes vierges dans les régions, de princesses qui prenaient des bains dans du sang pour ne pas subir les affres du temps et donc du coup conserver une espèce de jeunesse. Et le christianisme a renforcé ça puisque en fait le sang est vraiment central là-dessus puisque c'est lui qui permet la vie du vampire, c'est-à-dire que le vampire s'il ne se nourrit pas dépérit.
Et donc le vampire éduqué, lui, il vient directement de cette période de Renaissance où effectivement c'est des contes populaires, donc le populaire fait par le peuple, et qui portait le mieux ce trait de vampirisme, de qui parlait-on? Des nobles, des aristocrates, des gens éduqués, des gens qui employaient du monde dans la région, qui était le sujet de conversation central en fait. Yes. Mais Est-ce du coup, que, je finis juste rapidos. Ouais. Je finis Oui, juste bien sûr, rapidos, c'est ce que je disais. Donc en gros, il y a cette idée que le vampire, en tout cas dans les années 90, c'est comme ça, le vampire, et maintenant c'est encore le cas, hein, mais il a un peu cette image du monstre classe, qui est pas juste une bête féroce. Et du coup, la conception du vampire évolue avec notre idée de qu'est-ce qui est classe aussi. C'est ça qui est marrant. C'est que tu regardes dans les années 90, bon bah, ce qui est classe, c'est plus d'être un comte ou un baron, c'est plutôt d'être un peu un punk ou un rocker. Donc ils ont des vestes en cuir clouté et tout, mais par contre, ils ont quand même ces petits trucs qui ont maintenant disparu un peu des productions contemporaines. Ces petits perks qui font un peu désuets, genre l'ail qui marche très bien contre eux. Ça, c'est un truc qui a tendance à se perdre parce que c'est un truc qui fait, je sais pas, qui colle un peu moins avec notre idée contemporaine. Oui, et puis vraiment un vampire. personnage moderne, un personnage de série moderne, ou même à partir des années 90, qui va aller chercher de l'ail, en avoir sur lui et s'en servir, Ça en fait fait, naze. bah ça fait naze de ouf. Et du coup, Ouais, ouais, grave. en fait, ça représente encore une fois la faiblesse du vampire en tant que mythe. Même si j'aime pas trop en parler en tant que tel, parce que dans Fantastic Slice, on part quand même du principe que ça existe, mais c'est que en fait, il est très facile pour nous, auteurs, entre guillemets, de retirer ce qu'on veut au vampire. Et dire que C'est ça. soudainement, un vampire, bah, il a plus peur du soleil. Parce que c'est chiant scénaristiquement. Exactement. Après, le soleil, c'est un mauvais exemple parce que c'est cool scénaristiquement, mais Ouais. pour l'ail, c'est un très bon exemple. Ça a déjà été repris comme ça. Hein. Ça a déjà été repris comme ça. Je pense notamment à un manga qui est sorti dans les années 2000, Blood the Last Vampire, je crois, de Ouais. mémoire, qui permettait aux vampires, sous leur forme humaine, pour le coup, il n'y avait pas d'idée de forme de chauve-souris, mais plutôt une forme humaine et une forme vampire, Ah ouais. et qui leur permettait, sous leur forme humaine, de résister aux rayons du soleil, tout simplement. Après, bon, il y avait quand même un truc, c'était... ils avaient des gros soucis d'anémie, etc. Ils avaient l'air d'être des humains en mauvaise santé. En fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas bouffé de la veille, quoi. Mais voilà. Et ben tu vois, Broutille, justement, en fait, cette idée-là, donc d'opposition avec le soleil, c'est une idée qui est venue avec Nosferatu de Murnau. Avant, l'opposition, elle se faisait dans le sens où, oui, c'est une créature de la nuit, mais il avait aucun problème à devenir une créature du soleil. Avec Nosferatu de Murnau, c'est devenu impossible pour le vampire Après de vivre en plein jour. Donc l'opposition s'est faite vraiment au contraire de sa vie, c'est-à-dire de sa survie. Murnau s'en est beaucoup servi, surtout pour des raisons esthétiques et pour apporter à l'image de son film. Parce qu'en fait, tout le rapport ombre et lumière est présent H24 dans les scènes importantes du film. Et puis, Et du coup, ce parallèle-là, je pense que ça lui a beaucoup rendu service en termes de réalisation. Puis ça se prête extrêmement bien au noir et blanc et à tout ce rythme du cinéma de cette époque-là. C'est incroyable, hein. C'est une œuvre qui fit parfaitement avec son propre son propre outil qui est le cinéma de cette époque, quoi. Pour moi, c'est un bon résumé de ce qu'ont pu être les légendes autour des vampires en Europe notamment. C'est un bon résumé de ça et c'est aussi une bonne base pour la réinterprétation de tous les auteurs futurs à venir. Mais du coup, il y a un truc que je trouve rigolo, c'est que du coup, avec ça, en fait, ce qu'on peut avoir comme idée, qui est, je pense, une idée intéressante quand on étudie ça, c'est, au final, qu'est-ce qui fait que le vampire, on le concevait comme ça à telle époque, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire qui fait peur à cette époque. Parce que comme c'est toujours réinterprété par la personne qui va un peu mettre en vie ce mythe-là, et qui rajoute un peu toujours sa petite patte, les petits trucs, les petits détails croustillants, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire. Quand tu racontes une histoire, et que tu la racontes au bout de la 50e fois, la même à d'autres gens, tu vas rajouter des petits trucs croustillants au fur et à mesure, tu vas adapter ton truc. Et qui fait que le vampire, il est tel qu'on le connaît maintenant, c'est parce que ça colle bien à notre culture contemporaine, à ce qu'on considère
être stylé, qu'est-ce qui fait un peu peur, qui est intéressant, qui plaît aux gens. Et ce truc-là a changé avec les époques. Et c'est un peu ça qui fait aussi qu'est-ce qu'on a considéré comme étant le vampire au fil des époques. C'est qu'est-ce qui lui match bien avec... qu'est-ce qui nous fait peur, quoi. Parce que ces mythes terrifiants, c'est un peu l'incarnation des choses qui nous terrifient, nous, personnellement. Souvent, les forces du vampire sont souvent liées à des choses qu'on maîtrise très peu. La nuit, par exemple, par essence, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Parce que nous, en tant qu'humains normal, hein, c'est notre vulnérabilité la nuit, puisqu'on ne voit pas. Et un humain qui ne voit pas... on dort. Et puis on dort, donc oui, bien sûr. Voilà, on est endormi, donc on est faible, voilà. Et donc, par opposition, comme disait Brouty, c'est que le vampire a une grande force. Et la puissance, en général, c'est quelque chose qui fascine l'être humain. Que ce soit une puissance politique, attention, on pourrait presque venir à la politique, mais la puissance politique, la puissance royale, la puissance physique, hein, Superman est fascinant, etc. Voilà, la puissance, c'est toujours quelque chose de fascinant. C'est l'immortalité, hein. Alors voilà, c'est le grand sujet. Avant d'en venir à ces sujets, ces grands sujets, j'aimerais juste qu'on liste ensemble toutes les faiblesses du vampire, parce que je trouve ça rigolo. On en a cité 2 pour l'instant. On a cité le soleil, et on a cité l'ail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'argent. Le symbole religieux. Le symbole religieux. La croix, précisément. C'est un démon, le vampire. C'est ça. Ouais, c'est un démon. La croix catholique, hein, précisément. Il refuse le pardon. On peut trouver ça dans le mythe de la création, hein, de Lilith, qui se fait répudier parce que, étant la femme d'Adam, leur première dispute éclate puisqu'elle refuse d'être soumise pendant l'acte sexuel, de se trouver en dessous. Donc de là, les premières disputes éclatent avec Adam et elle choisit de pas avoir le salut de Dieu. Elle refuse et donc du coup elle devient le premier vampire de l'histoire, le premier démon en fait. D'accord. Voilà. Qui est une femme représentée avec des ailes, il me semble, c'est ça? Et par la suite, de chauve-souris. Et par la suite, du coup, Dieu créa Ève, créa Ève, une deuxième femme d'Adam. Voilà. Et du coup, Lilith est réputée aussi pour ne pas avoir le savoir divin, puisqu'elle n'a pas croqué dans la pomme. Donc, elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal. D'où elle est sociopathe. Voilà. Ça. En fait, c'est le fruit divin qui est la pomme. Allez voir de votre côté Lilith sur Google. Je peux pas vous partager d'image malheureusement. C'est pornographique. Enfin, selon la législation Twitch. On voit. Attends, mais moi là, ce que je t'envoie, c'est pornographique là. Ça non. Mais c'est une représentation hyper moderne de Lilith, je pense. Ah bah c'est Diablo 4, on va pas se mentir. Voilà, mais du coup, c'est... Mais elle est pas dans la Bible aussi. Non, c'est dans les textes hébraïques, oui, tout à fait. C'est l'Ancien Testament. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je voulais souligner dans l'Ancien Testament, qui est en rapport à ça. Hein, c'est dans le livre du Deutéronome. C'est dans l'Ancien Testament. Hein. Donc là, c'est une phrase qui dit « Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec... » Tu vois. Mais attends, là, on va redériver, là. On était en train de faire un truc simple, où tout le monde participe. On liste les défauts. N'hésitez pas dans le chat à donner vos faiblesses, hein, les faiblesses du vampire. Ses défauts, il en a pas, il a pas de défauts. Mais des faiblesses, il en a, par contre. Un vampire, ça n'a pas de défaut. Oui, pardon, oui. Mais écoute, l'argent. Pas de problème. L'argent, L'argent. Alors l'argent, on précise, l'argent, le métal, hein. Le métal. Ouais. Pas des grandes liasses de 500 balles, ça marche pas. Non. D'ailleurs, le vampire est souvent présenté comme un peu un monarque, tu vois. Il a du blé, le vampire, en vrai. Il y a aussi cette connexion avec le conte, là. Comment il s'appelle? Tu parles du comte Vlad? Oui, voilà. En Valaki. Vlad l'Empaleur. Oui, Vlad l'Empaleur, oui, qui est une des plus grandes références. Et Succube nous dit Paloma Miyuki, oui, qui est une entité bien particulière. On y reviendra aux entités liées aux vampires. Oui, le comte Vlad.
Alors, donc l'argent, on a dérivé avec l'argent, mais c'est normal de dériver avec le vampire, c'est vraiment une créature, on dira créature qui fourmille de digression potentielle. C'est assez incroyable. Pire faiblesse, waouh. Ok, ça c'était très politique, mais j'aime bien. L'argent, le crucifix, donc le symbole religieux en général fonctionne, parce qu'il y a plein de civilisations... Ah, on a un bug du côté de Carré... Ah c'est bon, il est de retour. Parce qu'il y a plein de civilisations qui ont des symboles religieux et qui ont le vampire dans leurs ennemis religieux. Donc on dira c'est un symbole religieux. Qu'est-ce que tu nous as mis? Van Helsing. Très bon film. Attends, j'ai un même pour Vlad Lampaler à mettre. Je suis désolé. Tu as quoi? Je peux te l'envoyer de l'outil. Oui, vas-y, envoie-moi, bien sûr. Ah bah je te l'envoie, ok. Mais parce que je l'enverrais bien à Zoldyck pour qu'il le mette sur le stream, mais... Vas-y. T'es où? Je suis... Mais on n'est pas en amis, je crois. Je suis là, je t'ai MP moi. Let's go. Bon, il y a quelque chose de... Il y a une vraie faiblesse au vampire. Alors, nous on voit ça comme un acte potentiel de mort qui est... Est-ce que tu peux réactiver ta cam, Crabustin? Ah, j'ai plus ma cam. C'est le pieu dans le cœur. Je dis ça en termes d'action parce que tout simplement, on a tendance à voir le coup du pieu dans le cœur comme un acte qu'on peut faire contre un vampire en vie, mais à la base, le pieu, c'est quelque chose qu'on fait quand on tue quelqu'un, enfin quand on met quelqu'un dans un cercueil qui est déjà mort, on lui met un pieu directement dans le cœur pour éviter... Pour pas qu'il se réveille ensuite. Qu'il se réveille, ouais. D'ailleurs, l'ail, c'est aussi ça, hein, c'est qu'on mettait de l'ail pour pas qu'il se réveille, etc. Bon, il y a plein de trucs comme ça où on mettait des choses dans les cercueils. Si ça vous intéresse, je sais pourquoi on plantait des pieux et d'où ça peut venir potentiellement. Ok, et ben tu nous... Ouais, on pourra... Bah vas-y, détaille-nous ça, c'est intéressant. Alors, ça remonte, j'ai pas vraiment les périodes, hein, mais ça remonte à un peu avant l'Antiquité, apparemment, Ok. où justement, en fait, toujours lié au sang, hein, on considérait que des cadavres, on avait découvert des cadavres qui avaient du sang autour de la bouche, donc qu'on considérait comme ayant aspiré du sang, qu'on soupçonnait justement d'aspirer du sang. Alors qu'en fait c'était certainement les gaz qui poussaient le sang à sortir. Ouais. Et en fait, du coup, comme on se disait qu'un vampire devait se nourrir, il devait être plein de sang, donc on le piquait, tout simplement, on le piquait dans son corps pour vérifier s'il y avait encore du sang qui sortait et pour Ah d'accord, ok, donc c'est ça. attester de sa mort ou pas, en fait. Voilà. De vérifier s'il était gorgé de sang ou non, en fait. Oui, Broutille a raison, c'est une autre faiblesse du vampire, c'est qu'il n'a pas le droit de rentrer chez quelqu'un tant qu'il n'y est pas invité. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est d'ailleurs pour ça que le vampire s'est vu à travers le temps comme une entité séductrice. C'est le vampire avait tendance à séduire pour être invité et donc pour pouvoir sucer ses victimes. Et il y a aussi il ne peut pas traverser de cours d'eau, il me semble, dans certains... Oui, le vampire ne sait pas nager, hein, en fait, hein, ni plus ni moins, je crois. L'eau bénite, Il est aussi le brut. il est hydrobloquant, si vous avez la ref. Voilà. L'eau bénite, le brûle, ça me fait penser à ça aussi. L'eau bénite, Ouais. c'est une faiblesse, ouais. En fait, le feu est une faiblesse. Alors, l'eau bénite, c'est pas du Après- feu, hein, mais le feu. Tu nous remets Après, Murnau. il peut avoir des faiblesses, mais il est pas. Je pensais passer sur Dracula, Coppola, des extraits, mais bon. Alors, bah oui, vas-y. Ouais, vas-y. Le vampire a des faiblesses, mais très peu de choses le tuent. Finalement, l'argent va le brûler, mais pas le tuer. Oui. Alors, En même temps, il est vivant. Ça va empêcher de régénérer, quoi, parce que c'est ça en fait le principe. Oui, mais c'est pour citer Coppola, enfin pour la référence à Coppola, il y a d'ailleurs le préciser dedans, celui qui incarne Van Helsing, c'est Hopkins, il me semble. Oui. Le précise, dit que la lumière du jour ne le tue pas, mais l'empêche de se déplacer comme il le souhaite en fait. C'est gênant, mais c'est pas mortel pour lui, tu vois, pour Coppola. ouais. voilà. Ah voilà, encore un exemple d'interprétation personnelle de ce qu'est le vampire. Donc là, dans la scène du film, pas de reflet. Hein. Oui, Broutille, tu vois, on essaye de lentement, lâcher des infos parce qu'il y en a tellement.
Mais voilà, il y a Van Helsing qui est sorti et Dracula, évidemment. Évidemment. Mais Grand Pour moi, Dracul. c'est le film qui m'a fait découvrir vraiment les vampires et qui m'a fait les aimer. il y a, Oui, moi il y a aussi. une faiblesse du vampire dans le folklore asiatique, donc au Japon et en Chine surtout, je crois. Le qui m'a fait Xianchu, bien là, marrer. c'est incroyable. Ils sont- C'est qu'ils ont des genres de tocs et que s'ils passent devant un sac de riz, ils sont obligés de compter tous les grains de riz. Et s'ils passent devant un genre C'est de incroyable. sac de cordes de marin, ils sont obligés de dénouer tous les nœuds avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Ça m'a fait bien marrer parce que je sais pas du tout d'où ça vient. Ils sont un peu cons, quoi. C'est bien débilos, mais ça me fait... Voilà. C'est assez drôle. Ok, bah pourquoi pas. Salut tout le Mais monde. c'est vrai que ça s'est- Salut ça s'est pas McFly, trop, ça va mec? Salut Ça McFlyzer. fait plaisir de te voir ici mon gars. Yeah, Welcome McFly. mec. Et ouais, est-ce que on a presque fini je pense les faiblesses. Alors on a cité le feu. Ah, il y en a une qu'on n'a pas citée, mes chers amis. Et c'est probablement la plus belle parce que c'est celle qui met en valeur les épéistes du monde médiéval. J'ai nommé la décapitation. Eh oui. Voilà, hein, enfin moi j'adore ça. Si tu pouvais me projeter à l'ère médiévale, je choisirais le métier de décapiteur de vampires probablement parce que c'est vraiment, moi, j'adore ça. Et il fallait pour la décapitation, pour qu'elle fonctionne, il fallait enterrer le cadavre avec la tête entre les jambes. Ok, C'est vrai. admettons. C'est un complément du mythe de la décapitation, tout ça. D'accord. C'est dans Sleepy Hollow Ouais. qu'il est traité Ouais. d'ailleurs cet aspect-là. On est en train de diffuser parmi les plus belles images représentant le vampire sur ce stream. Alors pour la simple bonne raison que dans ce film il y a le plus bel acteur de tous les temps qui est Keanu Reeves. Kenny Reeves, bien sûr. Et Keanu oui. Reeves, bah voilà, hein, c'est Dracula de Coppola, c'est Matrix et Speed. Gary Oldman. Donc voilà. Voilà, Gary Oldman, Anthony Hopkins, voilà, hein, c'est tout ça. Winona Ryder. C'est du bonheur en barre. Hein. Mm. Alors moi je sais pas vous, mais moi je l'ai vu en VF. Je l'ai vu en VF, en VHS, et effectivement aussi. Ouais. Ah, Et c'est j'ai vu en sacrée VO histoire. également. Sacrée histoire. Voilà. Regardez l'ombre du Ouais, vampire. Hein. Là, on est sur du Murnau. C'était, je vous la remets vite fait. C'était vraiment un hommage. Regardez. Sur le mur ici. C'est qui a fait le bal des vampires déjà? Je me rappelle Polanski. plus. Mais on ne prononcera Ah. pas le prénom de cet de cet homme ici. Et Monica Monica Bellucci le dira oui, beauté. tout à fait. Un Eh oui. de mes premiers émois d'enfance, hein, cette fameuse scène avec les succubes citée tout à l'heure par Paloma Ah oui. Miyuki. Mm. Avec Dans Monica ce Bellucci, lit à incroyable. baldaquin avec Monica Bellucci en tant que succube qui grimpe à 3 sur Keanu Reeves. Incroyable scène de cinéma romantique et sensuelle. Vraiment d'une beauté époustouflante. Avec ces plans où on voit les ombres des créatures navigantes sur le plafond et tout. C'est vraiment, vraiment effrayant et en même temps Ouais. impossible de détourner le regard tellement... Ces jeunes femmes qui sortent des draps. draps de soie là, waouh. elles sortent de nulle part, d'entre les draps. Littéralement, C'est incroyable. Les ghouls, oui, les ghouls qui sont des créations encore un peu différentes. Hein. Créatures, des morts vivants Et oui. extrêmement puissants. Et là, Microphage. on s'éloigne de la représentation romantique du vampire quand même. Avec la goule, tu veux dire? Ouais, parce que on est quand même, nous, on parle quand même de vampires stylés depuis tout à l'heure. La goule, attention, hein, c'est pas du tout une mauvaise intervention, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, Ouais, c'est ouais, quand ouais. même un autre aspect du vampire, c'est l'aspect épidémique du vampire, je trouve, la goule. C'est l'aspect je suis The Strain, en fait. Vraiment, l'aspect contagion, domination du vampire. Alors puis, que le vampire intelligent, lui, il se cache dans la société, il suce la société, en fait. Il en profite, il est puissant, il est... D'ailleurs, je me demande je suis pas sûr qu'il y ait un mythe central sur comment est-ce qu'il se reproduit le vampire, parce que on a vu plein de manières dans la Le culture vampire de... se reproduit pas comme un humain. Hein. Je pense que le vampire Ouais. Mais je veux dire, comment est-ce qu'il crée un nouveau vampire? Eh ben, en fait, Je suis pas sûr qu'il y ait
Si le vampire, fait, quand au il moment mord de mordre, quelqu'un, il décide de tuer quelqu'un ou de le rendre lui-même vampire, en fait. Pour moi, Ouais, c'est mais c'est ce qu'on a vu beaucoup. C'est cette manière-là qui est très présente dans la pop culture récemment, mais je suis pas sûr que ça soit vu comme ça, À que l'époque, ça a été vu tout le temps comme ça. alors Parce qu'il y a ce côté-là avec l'épidémie. Hein. L'épidémie, c'est le principe, c'est que du coup, la goule, elle devrait créer plein de goules, tu vois, c'est avant de ça. crever. Elle mord quelqu'un qui va à son tour, lui. mais la goule, c'est une entité qui est donc nécrophage, donc blindée de maladie, qui porte la mort sur elle, et qui, si elle te griffe, elle te mord, ou que tu bois son sang, ou que tu es... voilà, elle t'infecte de sa maladie de goule qui n'a pas vraiment de nom. Mais- Hein. Ça peut être un peu tout. Hein. Ça peut être Ouais, la ouais. peste, ça peut être aussi juste... Ouais, ça C'est dépend. lié à du vampirisme, puisqu'elle veut t'aspirer ton sang. Ah, la goule, Et ça m'a fait penser à ça. elle veut te bouffer, la goule. Hein. Elle veut pas forcément aspirer Alors, le sang. Elle veut te ouais, déchiqueter, elle veut manger ouais. tes chairs, elle veut... C'est une créature... Ouais. Ça dépend des représentations, encore une fois, je Ouais. pense. C'est toujours Oui, c'est vrai. un peu pareil. En tout cas, pour la reproduction, le vampire se reproduit en transfusant ce qu'on pourrait appeler le virus V, le virus vampire, voilà, V pour vampire. qui possède dans son sang, dans son hémoglobine à lui. Et en fait, il y a certaines histoires qui racontent déjà, il y a bien longtemps, que lorsqu'un vampire transmet le virus V, il dominera la personne Oui, il y a cette comme un idée-là. esclave de sang, un esclave quoi, littéralement. Il y a pas un peu ça dans asservissement, True Blood, d'ailleurs. vraie domination. J'ai pas vu True Blood. Bah, j'ai maté True Blood, j'ai non. pas tout maté. Mais je crois qu'il y a cette idée-là un peu. Et donc, ouais. Est-ce que, Mais à travers cette question-là que tu Ouais. poses, Augustin, on commence de plus en plus à entrevoir, que ce soit avec l'âme tout à l'heure, ou la reproduction, le lien avec la réincarnation. D'ailleurs, on va bientôt y venir à cette question de réincarnation. Ouais. On, Mais, on a cité beaucoup de choses autour du vampire. Voilà, hein, esthétiquement, ce qu'il représente un petit peu, ses faiblesses. On a cité pas mal de références. Au cas où des gens se posent la question, là, c'est Blade, la réinterprétation So 90 des vampires. yes. Mais ouais, mais du coup, ça me faisait penser à ça parce Blade, que ouais. quand tu disais que le vampire romanesque dont on parlait, qui est un peu classe et qui se cache dans la société, il y a cette idée qu'il n'est pas très invasif au final. Hein. C'est genre, il peut nous tomber dessus, il tue un peu des gens, mais globalement, il n'est pas là pour dominer le monde, où il reste un peu terré dans la société et il se répand pas plus que ça, quoi. Bah, c'est Alors là que... C'est vrai, où il y a un- c'est vrai qu'il y a un truc. c'est là où il y a un... Moi, c'était comme ça que j'ai interprété justement le film de Coppola. Et c'est là où je fais moi-même le lien avec la réincarnation, en fait, quelque part. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde le film, au début, Keanu Reeves est envoyé là-bas, voilà, parce que le comte Dracula a un projet immobilier sur Londres. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que en fait, le comte Dracula, ça fait 400 ans qu'il existe et qu'il monte des espèces de combines pour avoir du sang frais, en fait. Et voilà, donc il survit, mais il est pas gourmand. Et en fait, là, la réincarnation, elle prend vraiment forme quand, à travers Keanu Reeves et à travers son personnage, il découvre la photo de sa jeune fiancée, et qui est en fait le portrait craché de sa belle Elisabetta qui s'est malheureusement suicidée. Et donc, du coup, à ce moment-là, qu'il est devenu le vampire qu'il est, en répudiant l'Église et en les maudissant, puisqu'ils n'ont pas voulu lui donner l'absolution à Elisabetta, sa femme, étant donné qu'elle s'est suicidée. Et lui reprend vraiment vie à partir du moment où il décèle en fait la réincarnation de son ex-femme, de sa veuve. Voilà, il fait tout un effort, il met un mécanisme, un plan en place pour regagner de jeunesse et vigueur et tenter de la séduire.
Ouais. On notera Brouti qui nous rappelle de ne pas oublier que tout ça provient de livres, d'ouvrages littéraires. Ouais. Et Ouais, en effet, la naissance du vampire se fait à travers l'écriture. Voilà, parce que... Voilà, enfin, voilà. Mais Comme tous les mythes, hein. comme tous les mythes, hein, se sont faits à En travers gros, ça des fait, histoires écrites, des contes, etc. Et ouais, tout ça, vraiment, c'est... Nous, on cite beaucoup les films parce que c'est plus notre génération et que ça s'imprime mieux dans nos esprits, mais c'est vrai que... Et que c'est plus Que c'est facile à des anciens montrer en bouquins. stream aussi. Mais- Ouais. Mais oui, tout ça provient de bouquins, en effet, qu'on n'a Bien pas sûr. forcément lus, mais ouais. Non, j'ai pas lu. Mais je voulais dire quelque chose et je l'ai perdu. Mais oui, bah, d'accord. Du coup, Moi, j'aimerais vous Bah oui, poser bah, une question, mes amis. Avant qu'on passe à la réincarnation, j'aimerais savoir si vous aimeriez être un vampire. Et si vous en étiez un, qu'est-ce que vous feriez avec ça? Arthur, d'en bas. c'est lequel? Parce que j'ai pas Eh l'image. ben, c'est pas Toi. toi. Ok. Ah, c'est pas toi. Si j'aimerais être un vampire. Et si tu en étais un, qu'est-ce que tu en ferais? N'hésitez pas à nous dire si ça vous ferait kiffer dans le chat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous aimeriez être un Alors, il y vampire. a, Et pourquoi? il y a un vampire, il y a un vampire que j'aime beaucoup, moi. C'est Salut la Flyfla, série, bonsoir. dans la série inspirée Parfait. du comics The Preacher. Je sais pas si vous avez vu cette série. Oui. Ouais. Où il y a d'ailleurs un mec qui joue dans Misfits, qui joue dans les dernières saisons là. Bref, et il joue un vampire complètement déglingo, un peu punk. Ouais, full Complètement- junkie, full. Ouais, voilà. Ouais, ça, ouais. Parce que le Donc- vampire est beaucoup plus dur à saouler et à droguer que l'humain aussi. Paloma C'est ça, Miyuki voilà. nous dit Dans la une série. seule nuit. Ah oui, en fait, tu veux savoir ce que ça fait, quoi. Comme si je te demandais si Ouais, tu voulais non. être une femme ou un homme, en fait. C'est un peu ça. Ouais. Oui, Ouais, donc mais- juste pendant 1h30 et ça, c'est nickel. Moi, ce qui me dérange avec le concept de devenir vampire, c'est quand même la soif éternelle. Et ouais, bah t'es mort, quoi. Donc, en Attends, termes de- tu viens de dire quand même un truc de fou, c'est que soif éternelle, il y a éternel, donc il y a Ah ouais. immortalité. Ah ouais, mais du coup, moi je suis pas sûr que ce soit un concept qui me plaise à long terme. Ah, c'est particulier l'immortalité. Et si je te dis Ouais. que tout le monde est immortel autour de toi, est-ce que tu acceptes l'immortalité? Ah, c'est différent. Mais justement, après, je veux dire, qu'on quitte cette vie terrestre pour atteindre une espèce d'immortalité, l'avoir sur cette vie terrestre-là, je sais pas. Je sais pas. Avec des copains vampires, ouais, pourquoi pas. Mais, C'est intéressant avec les copains vampires. hein. franchement, ah ouais, non, mais faut être avec des potes, quoi. Tu vois, genre, Ouais, enfin, si t'es vampire à travers les âges et que tu sais, c'est un. Je faut pense bien que t'entendre avec eux. hein. t'as une espèce de lourdeur. À mon avis, tu t'amuses 3 siècles et encore, je suis même pas sûr, quoi. Et toi, Mais après, l'avantage- Augustin? Bah, Parce que- l'avantage, je trouve, avec le vampire, c'est que l'immortalité est pas, c'est pas forcément un fardeau. Ouais. Tu peux te suicider si tu veux, quoi. Ouais, je sais pas, ça a l'air Tu vois compliqué. Moi, T'es dans- immortel, mais t'es pas indestructible, quoi. T'es pas invincible. Ouais, faut trouver J'imagine le qu'un vampire doit pouvoir se suicider s'il le souhaite. Mais là encore, c'est une question que je trouve difficile à répondre parce que ça dépend de quel vampire on parle, quoi. Ah, Parce ça, que- ça, voilà, hein. Tu peux nous donner l'exemple du vampire qui te conviendrait. T'as le droit de choisir, on va dire. On va dire que t'as le droit de choisir. Quel vampire tu C'est voudrais être. compliqué. Hein. C'est compliqué. Bon, moi j'ai une petite idée, mais je vous la donnerai plus tard parce que c'est lié à ma recommandation. Restez jusqu'à la fin d'ailleurs parce qu'il y aura des petites recommandations de choses à voir, à consulter, etc. autour du vampire. Mais je vous la donnerai tout à l'heure. Et ils sont pas d'accord dans le chat entre Paloma et Flyfla. Ouais, c'est une vraie question l'immortalité. Et toi, Arthur d'en haut, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, Arthur d'en haut, je pense que je supporterais assez bien le fait d'être vampire. En fait, effectivement, l'immortalité est peut-être finalement le côté le plus gênant du truc. Ok. Parce que 1 siècle passe encore, 2 siècles, bon, ok, 5 siècles, ça commence à être long. 5 siècles, c'est quoi? C'est 500 ans, hein?
c'est 500 ans, Ça ça commence veut dire à taper. que... Hein. T'as pas grand chose près, c'est ça, je crois. Ça veut dire que tu pars, c'est un peu compliqué. Au final, tu portes un très beau 3/4 redingote stylé, tu finis avec Facebook et un smartphone. Bon, ça va te faire mal au cœur, tout ça, quoi. Bah, Mais c'est bien incarné dans Dark Shadows d'ailleurs, ça. ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, j'aimerais en fait parce qu'il y a un côté vachement sensuel, charnel chez le vampire que j'aime bien. Une hyper sexualisation du personnage qui me plaît plutôt. Voilà, je trouve que c'est un peu iconique. Je trouve que ça a la classe, un vampire. Donc je pense que j'aimerais bien être un vampire. Ok, intéressant. On a dans le chat Flyfly qui nous dit peut-être, mais en partant du principe que le monde est infiniment grand et que ton temps de vie est lui aussi infini, tu as potentiellement toujours l'occasion d'apprendre, découvrir de nouvelles choses dans le monde. C'est vrai que dans l'optique d'être un être, dans l'optique si tu es quelqu'un qui veut tout savoir, ça semble être ça l'objectif, l'immortalité, ou tout voir, l'immortalité est la solution. Ouais. Moi, je vais pas te cacher que l'immortalité est un truc qui me plairait. J'aimerais y avoir accès pour pouvoir voir toutes les progressions humaines des siècles à venir. J'en rêverais de voir l'avancée technologique, pouvoir enfin tester la VR. Parce que allez, ça va. Oui, les gars de la VR, vous êtes super chauds, mais on n'y est pas encore. Voilà, moi. À Cyberpunk sans bug. Voilà. C'est une blague jeu vidéo hein, pour ceux qui sont pas liés aux jeux vidéo. Bon, les amis. Il y a un truc qui peut devenir, dis-moi. Très déprimant avec ça. C'est le fait que si on est immortel, on peut avoir une infinité d'expériences dans notre vie, mais on finit toujours par être limité par la finitude de notre cerveau. Dans ce qu'on peut se rappeler, interpréter et construire comme mécanisme et comme... tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et du coup, ta personnalité, elle, et l'ensemble de tes souvenirs, eux, sont finis. Et donc, je pense qu'au bout d'un certain temps, tu dois expérimenter avec... Je pense que beaucoup de dépression, la finitude de ton cerveau et le fait que les expériences que tu as eues il y a 200 ans, au final, tu t'en souviens pas, t'en as aucune trace. Oui. Ouais. Peut-être qu'il y a un monde où le virus V, il permet aussi d'avoir une mémoire plus grande. Mais elle restera finie. Il faut une mémoire infinie. Peut-être qu'elle est immortelle. On a une mémoire immortelle quand on est un vampire, hein, qui sait. Cet aspect-là est traité dans l'adaptation en série Castlevania, où justement là on a affaire à un Vlad Tepes, donc à un Dracula qui est lui quelqu'un de très instruit. C'est pas mal comme de très instruit, qui est quelqu'un, un vrai érudit quoi, qui a des savoirs en sciences. Il a un château qui peut même téléporter. Enfin, c'est quelque chose de. Et il vit à l'époque féodale, très austère, d'inquisition, tout ça. Et il se prend de tendresse, on va dire, pour cette jeune femme à qui il apprend la médecine. Et c'est d'ailleurs le pitch de la série. L'Inquisition donc ne comprend pas trop ce qu'est la médecine, décide de la faire cramer en tant que sorcière et donc du coup tu m'offres l'opportunité de le placer, la sorcière qui sera le 3e épisode de ce Fantastic Slice, accompagné du sujet général de l'écologie. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera dans deux dimanches pour tous ceux qui sont là sur le live. Transition toute faite, mes chers amis. J'aimerais que nous abordions la grande question et le grand sujet de la réincarnation, qui n'a rien à voir avec l'environnement du vampire. Quoique. Et du coup, on va partir dans une ambiance un petit peu plus de temple asiatique. Parce que je vais avoir du mal à alimenter ce sujet en vidéo, Tim. Je te préviens tout de suite. Tu peux taper Home. Ouais. Tu tapes Home et on aura une vidéo d'un homme ou d'une femme en train de faire un Home. Ah, ce genre de Home là. Ou tu peux nous mettre l'espace, le cosmos. C'est bien pour la réincarnation. Bon, c'est quoi traditionnellement la réincarnation ? Ça part du principe qu'on possède une âme ou une conscience spirituelle
un esprit et que le jour de notre mort, cet esprit, cette âme ou cette conscience va renaître dans un autre corps qui peut être un corps végétal, animal ou humain, qui est animal, hein, mais voilà. C'est ça la réincarnation. Ça nous vient tout droit de l'Asie, a priori. Mais bon, ça a été réinterprété par beaucoup d'entre nous et on a un peu tous mis notre patte très individuelle à la réincarnation. Ça a petit à petit perdu de son aura religieux. Et c'est devenu populaire, la réincarnation. On y croit tous un petit peu, on a tous un peu envie d'y croire, sans pour autant être religieux, croyant, etc. Le concept est plaisant, hein. Voilà, hein, le concept fait du bien. Plutôt que de se cantonner à soit un jugement bon, mauvais, éternel, à une situation éternelle, le concept de réincarnation est plaisant dans le sens où du coup on peut recommencer plusieurs fois et donc du coup c'est pas grave en fait. Moi je vois pas trop l'intérêt en fait. Alors, si ça marche comme ça. Alors je vais juste diriger le truc dans un sens différent. Déjà j'aimerais savoir là les gars, en quoi vous voudriez être réincarné la prochaine fois, si vous pouviez le faire. Et il y aura une deuxième question juste après ça, et j'aimerais bien savoir. En qui ou en quoi ouais, mais c'est pas possible d'être réincarné en soi-même puisque le corps est mort. Dites-nous dans le chat comment vous aimeriez être réincarné. En éléphant. Moi j'aimerais bien. Alors en éléphant en singe pour Flyfla. En éléphant. Pour toi Augustin Je sais pas. Ok, et toi c'est une question très difficile pour moi. Parce que le truc, c'est que selon moi, si on est réincarné, enfin, si on a tous été quelque chose d'autre avant, on n'en a aucun souvenir. Donc en fait, peu importe en quoi t'es réincarné, ce sera pas toi, ce sera quelque chose d'autre. Ouais, mais ce que je veux dire. Oui, mais c'est pas grave. La question, c'est de te dire, qu'est-ce que tu souhaiterais pour ta vie, pour ta prochaine vie. Oui, c'est ça. C'est dans quoi tu te projettes. Ouais. Peu importe que tu saches. Peu importe que tu sois conscient. Quoi, en fait. Mais oui, c'est bon, plus... un être humain, moi j'ai essayé, c'est pas si mal. Un être humain, ça me va. Ouais. Ok. Un être humain. Une femme ou un homme? Tu voudrais essayer d'être une femme, peut-être? Enfin, pardon, je voulais pas te genrer, mais... À la discrétion de la prochaine âme. Ah, d'accord. Je sais pas, peu importe. Bah, l'âme change pas, hein. C'est ça le truc de la réincarnation. L'âme change pas, mais du coup, qu'est-ce que c'est l'âme? Alors, oula, oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans la conception générale de ce qu'est l'âme, on a envie de se dire c'est notre personnalité ou bien c'est notre intuition ou je sais pas quoi. Et du coup, ça peut pas être ça, ce qui se réincarne, puisque sinon j'aurais des souvenirs de ce qui s'est passé dans mes vies antérieures. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'autre. Très pertinente de Brouty. Quel type de singe? Donc un humain, ok. Et toi, Arthur? Je trouve que c'est... question qu'importe peu, étant donné que l'âme est lavée de tout à chaque fois, donc peu importe en quoi t'es réincarné, ça ne change rien. Voilà, je sais pas. J'aimerais bien peut-être un autre être humain, homme ou femme, peu importe. Histoire que admettons, si mon âme a grandi dans cette vie, elle pourra peut-être grandir encore plus dans l'autre et encore plus dans l'autre. Et... Ah les gars, c'est pas exotique quoi. Genre, je sais pas, c'est pas hyper exotique. T'es une vie de labeur, ça te dit pas une vie de labeur, tu te réincarnes en fourmi. Hop, je pourrais te répondre à n'importe quel animal que j'aime bien. Ce serait génial une vie de fourmi, non? Je trouve que c'est un peu... je sais pas, j'ai pas vraiment de bonne réponse à cette question. Tu sais, rouler des grosses boulettes de pain là, que t'as trouvé. Un bousier à la limite. Un bousier. Tu peux nous dire vraiment... pourquoi ce serait un éléphant, Arthur? L'éléphant, il a une bonne mémoire, il a une bonne espérance de vie. Ce qui est chaud, c'est quand t'es jeune, après c'est les braconniers, tout ça. Après tu t'appartiens à un troupeau, tu vas au point d'eau. Tu vas au point d'eau, tout le monde te fait de la place, tu vois, genre, ça va. Arthur, il a théorie crafté sa vie d'éléphant, tu vois. Ouais. Non, mais tu sais, c'est peinard, un éléphant, c'est tranquille, un éléphant. Choisis, Flyfla, tu dois choisir entre un des trois, s'il te plaît. Et toi, Brouty, tu nous as dit quoi? Je t'ai pas lu, Brouty. Tu veux pas nous dire en quoi tu voudrais être réincarné?
Moi, écoutez, les gars, j'aimerais être réincarné et je vais faire une référence à travers ça en un Atlante, ce qui est un humain. Je fais référence au livre La boîte de Pandore de Werber, qui est un livre qui est intéressant en termes de fantasme. Après, en termes de fil scénaristique, bon, c'est pas toujours incroyable. Mais ça raconte la réincarnation à travers l'hypnose. C'est un homme qui tout simplement rencontre une hypnothérapeute qui fait des spectacles et qui lui montre qu'on peut revenir grâce à l'hypnose dans ses vies intérieures et communiquer avec les entités de ses propres vies intérieures, et il va communiquer et les utiliser pour pour faire des choses et changer le cours de l'histoire. En l'occurrence, la première porte de sa vie antérieure, parce qu'il le représente comme un tunnel dans lequel il y a des portes avec des dates, c'est un Atlante. Donc il découvre l'existence de l'Atlantide. Et si je devais fantasmer à mort la réincarnation, en fait j'aimerais aller dans une de mes vies antérieures plutôt que dans une de mes prochaines vies. Et pourquoi pas en un Atlante. Tu triches, tu triches, mais bien sûr. Ok, mais en fait... En fait, c'est le voyage dans le temps que tu veux, c'est pas la réincarnation. C'est genre la machine dans laquelle ils mettent Altair là, okay, tu vois. En fait, je vous ai devancé parce que tout à l'heure je vous ai dit de trouver un truc que vous voudriez, mais aussi que vous auriez été avant. Donc je vous laisse l'opportunité, bien sûr, de faire la même chose. Moi perso, je sais pas ce que je voudrais être plus tard, après cette vie. Probablement un humain, moi aussi. Pour expérimenter ça différemment. Est-ce que la temporalité de l'âme, vraiment, est-ce que tu peux pas finalement te réincarner en quelqu'un qui existait avant toi, tu vois? Oui, si. Ah bah, ça dépend du temps. Et c'est vraiment encore une autre question. On y viendra probablement dans un autre podcast, mais. Auquel cas. Si le temps n'est pas linéaire. Enfin, si le temps. Si quoi? Keanu Reeves. Ouais. Ouais. Être Keanu Reeves. Oui, c'est vrai que c'est une. Être Keanu Reeves, c'est atteindre. Ouais, il y a Russell Crowe aussi. Bon, Keanu Reeves, il bat tous. Il les bat tous. Peut-être que dans une trentaine d'années, il y aura Timothée Chalamet s'il joue dans un Matrix, mais pour l'instant, Keanu Reeves. Et on a. Tu réfléchis pas, un arbre. Waouh. Un séquoia. Broutilles 94, Keanu Reeves ou Neo? Non, Keanu Reeves. Mais Neo, attention. C'est vrai qu'il y a un duel entre les deux. Ouais, mais Neo, il vit dans un monde de merde quand même. Hein. Ah, il vit dans le vrai monde. Ouais, c'est un peu à chier quand même. Encore la réincarnation. Une plante ou un plancton. Il peut se plancton. réincarner, lui, dans la matrice, en ce qu'il veut. Hein. Ton espérance de vie, Paloma Miyuki, ton espérance de vie en tant que plancton, elle est toute petite, hein. C'est vraiment genre, à tout moment tu croises une baleine et c'est fini avec... Ouais, je suis assez d'accord avec Arthur. Au final, comme t'es très, très éphémère, mais au final ton rapport au temps est aussi différent. Donc ta vie, tu l'amènes dans son intégralité. Je sais pas combien de temps ça vit. Mais un phytoplancton, ça a pas de système nerveux, les potes. Hein. Donc la conception du temps. Non mais voilà. Non mais vous prenez ça très premier degré, les gars. C'est genre évidemment. Évidemment, c'est vrai. Là, tu vois, Paloma nous dit un lierre. T'as littéralement une cellule avec des réactions chimiques à l'intérieur. Hein. Oui, voilà. C'est vrai que du coup, t'as aucune conception de rien en fait. Hein. Ah non, mais si c'est ton kiff, vas-y. Hein. Je fais petit, peut-être. Je pense que tu conçois pas le temps comme nous, tu vois. Mais peut-être qu'elles sont beaucoup plus. En fait, Paloma Miyuki, c'est genre oui, voilà, c'est ça, un lierre, un plancton et après genre une bulle. C'est trop mignon. C'est genre que des incarnations très court terme. Bon, on a parlé de réincarnation un petit peu. On n'est pas allé très très profondément dans le sujet, mais j'aimerais juste faire une courte transition sur quelque chose. C'est que, est-ce que pour vous, la réincarnation, c'est avant tout une question d'incarnation? Est-ce que quand on se réincarne, ça veut dire qu'on incarne quelque chose, ou est-ce que c'est complètement libéré de toute question d'incarner? Je comprends pas trop la question. C'est une question de l'âme, du coup, quoi. Ouais. Surtout. La première chose qui nous vient quand on se pose cette question, c'est est-ce que l'âme est quelque chose qui résiste à la réincarnation?
en termes d'incarnation. Le concept d'âme déjà lui-même est quand même bien velu. Hein. Est-ce qu'on essaye d'éclaircir un petit peu ce que pourrait être le concept d'âme? On pourrait- peut, hein. Moi, je continue à balancer des bandes d'annonces. Hein. On part sur 21 grammes, un film qui traite de l'âme, qui est très touchant. Ouais, Ouais. c'est très cool, 21 grammes. Et donc, je vais vous passer ça en attendant. Moi, j'ai pas vraiment, je sais pas trop quoi répondre. Bon, Moi, j'ai- basiquement, c'est notre esprit, l'âme, c'est un peu cette corde qui vit à l'intérieur de nous et qui dépasse notre enveloppe charnelle. Sur sûr. laquelle on n'a pas vraiment d'emprise, dont on ne sait pas vraiment d'où elle vient, et on ne sait pas non plus vraiment où elle ira. Donc c'est quelque chose d'intangible, d'impalpable, qui probablement appartient à son propre monde, que nous ne connaissons pas. C'est une valeur pour moi, l'âme. C'est-à-dire, les âmes, je sais pas s'ils s'en créent en fait. Dans le concept d'âme, on a le concept d'être unique et de ne pas se voir mourir en fait. C'est peut-être aussi ça. Ouais, c'est on met une intéressant. valeur à une vie en fait et Ouais, on lui donne un poids supplémentaire, voilà, impalpable, ouais, intangible, abstrait. Alors, après, l'incarnation, comme j'ai entendu ta question du moins, c'est est-ce que une âme, dans quelque corps qu'elle soit, s'incarnera de la même façon? Ou est-ce que toi tu pensais justement, d'où la deuxième partie de ta question, ou alors est-ce qu'on se réincarne, peu importe la forme, on peut être très contradictoire dans nos vies antérieures et nos vies futures, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Moi je pense, je trouve plus cool le concept de contradiction justement et de D'aléatoire, chaque finalement. expérience. Est-ce qu'on pourrait dire que Pas c'est de- aléatoire, pas- presque? Ouais, puis certainement pas de continuité en fait. Comme si notre âme, elle partait dans une espèce de grande machine à laver de redirection. Ouais, Et- voilà. On part dans un... Dans un whirlpool et puis tiens là il y a une gâche là il y a des œufs là faut que t'y ailles là va dans les œufs là c'est à toi. Il y a quelque chose d'intéressant, il y a un film rigolo qui traite du sujet qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Soul, un Disney. On est connecté, Titi, ça partait instantanément de mon côté. Et ben ouais, ce film, il raconte un petit peu ce que pourrait être l'âme, et l'âme part de quelque chose, selon cette pensée-là. Ce qui est rigolo, c'est de son étincelle d'envie. Grossièrement, trouver sa corde vibratoire, c'est s'incarner dans un corps vivant. Et donc en fait, il part du principe qu'un corps, il existe parce qu'il a une incarnation propre. Bon, c'est une réflexion qui est hyper, qui est douce et belle et gentille, quoi, dans le sens où ça dit aux gens, si vous êtes en train de faire quelque chose dans votre vie qui vous plaît pas, eh ben, suivez votre âme, suivez votre plaisir premier, quoi, en gros. Après, c'est mignon, mais voilà. Parler de Sol est pertinent dans la discussion. Mis à part qu'ils ont botté en touche sur la question de la réincarnation, les âmes sont à usage unique, j'ai envie de dire. On leur trouve un but, elles partent sur Terre, elles remontent, elles partent dans l'au-delà des âmes, et une nouvelle âme va arriver, repartir sur Terre. Il n'y a pas de réincarnation. Donc, on n'a y a qu'un pas de seul réincarnation. passage, ouais. Après, je pense que, en tout cas dans l'idée, que pour passer de ce corps un peu éthérien, qui est le fondement de notre personnalité, pensée, enfin c'est ça l'âme finalement. Il y a un petit peu ce qui est dit dans le film, effectivement le côté, on va t'assigner des traits généraux qu'on va définir aléatoirement, on va dire, et par contre cette étincelle, ce truc qui te botte vraiment, est propre à chacun, et c'est ce qui fait qu'on est tous uniques en notre genre, et que donc oui, l'âme ça pourrait être ça, c'est vrai, ça se tient en tout cas. Mais moi je pense que c'est surtout un garde-fou, c'est un peu pour se dire quand c'est fini, c'est pas fini, notre âme reste. Oui, le paradis, c'est un peu ça aussi, quoi. Voilà. ce truc, C'est ce qui donne du pouvoir certainement aux grandes religions, je dirais monothéistes,
prédominante, Nous nous c'est quand même. retrouverons au Valhalla. Pardon. C'est-à-dire que voilà, si on n'a pas d'âme, si on oublie le concept d'âme et que notre vie est un passage sur Terre, il n'y a rien qui nous empêche de vivre égoïstement et sur le dos des Bah, autres. si. Donc, du coup, Il y a des trucs qui nous en empêchent. Hein. oui, non, mais dans le concept c'est pour créer un concept moral, quoi, en fait. Dire que même si tu te fais pas attraper par les lois humaines, la loi divine te rattrapera et à ce moment-là, là, tu vas payer et pour l'éternité, quoi. Pour moi, c'est un concept. C'est une manière de voir la morale humaine que j'aime pas du tout, je t'avoue rien. Ouais, L'âme, C'est un argument qui est toujours très utilisé par les personnes très religieuses, mais c'est un concept qui me plaît pas du tout parce que ça sous-entendrait que l'homme, sans religion, serait un animal égoïste, sans valeur morale, qui aurait besoin d'être cadré, tu vois, que ce serait une bête sauvage, et que c'est grâce aux préceptes religieux, ou en tout cas à une éducation assez dure et ferme, qu'on arriverait à obtenir quelque chose de respectable, quoi. Alors que personnellement, je suis pas du tout, tu vois, je pense la personne la plus athée que tu puisses imaginer. Et genre, tu me vois pas piller les gens, profiter de la faiblesse de mon prochain ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, non, mais c'est justement accrocher. Enfin, tu vois, ce concept-là, il te permet de Je pense que c'est une manière de le justifier a posteriori, mais je pense pas que ça soit la raison pour laquelle le concept d'âme ou de précepte moral de la religion est né. Non, mais après, je pense que la vision qu'on a aujourd'hui de l'âme est issue de ça, quoi. Oui, mais je pense que... de conscience, parce qu'en fait, si tu es censé payer pour ce que tu as fait, bon, là, on quitte le précepte de réincarnation, on est d'accord. Hein. Là, c'est. Il faut causer d'âme à un moment, tu veux parler de réincarnation. T'es obligé. Voilà. Et non, mais justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, du coup, par rapport à cette âme-là, si en fait dans ce concept-là, l'âme elle a une mémoire, puisque si on est en train de payer pour ce qu'on a fait sur Terre, c'est bien que on doit avoir conscience de ce qu'on a fait, je suppose. Quelqu'un doit tenir compte, en tout cas. Donc ouais, c'est moi j'exècre cette chose justement d'imaginer le concept d'âme par rapport à ça. Mais tu vois, pour moi toute cette question-là d'âme... Peut-être qu'il y a personne qui t'observe, hein. Peut-être que c'est juste quelque chose qui se fait naturellement. Hein. Peut-être qu'il y a une espèce de karma naturel doux et délicat, tu vois, qui va venir juste... voilà. Donc ouais, j'ai une question, j'ai une conception qui est pas du tout consensuelle, hein, mais bon, c'est l'un des avantages à discuter avec des gens qui sont pas d'accord entre eux, c'est pas grave. Mais tu vois, pour moi, l'idée de l'âme, elle est très liée à une idée un peu essentialiste de l'être humain, tu vois. C'est l'idée que tu es toi, une personne qui a des caractéristiques, un peu comme un Pokémon, tu vois. C'est-à-dire que tu nais avec une liste de caractéristiques qui font ce que tu es toi, tu vois. Et c'est essentiel à toi-même, tu vois. C'est quelque chose que tu peux pas apprendre, que tu peux pas désapprendre. C'est quelque chose qui est inhérent à ton être, tu vois. Oui, Alors, c'est un concept qui est un peu redondant avec maintenant qu'on a découvert l'ADN. En fait, c'est quelque chose qui se recoupe beaucoup, tu vois. Mais il y a un peu cette idée-là à la base, avant toutes les avancées scientifiques, de l'âme, c'est ce qui fait ce que tu es toi. Et c'est ce qui est repris par la religion aussi, tu vois. En fait, c'est ton essence, tu vois. Et il y a cette idée que du coup, il y aurait les mauvaises et les bonnes âmes aussi, tu vois. Genre, pendant très longtemps, on avait une conception très essentialiste de la criminalité, et donc on parlait du criminel, tu vois. Tu es un criminel. Tu n'as pas fait quelque chose de criminel. Tu n'as pas eu des comportements immoraux. Tu es criminel. Tu es immoral. Tu es une mauvaise personne, tu vois. Fondamentalement, c'est ton âme. C'est ton âme, c'est toi-même. Ta peine, tu resteras criminel, en fait. Et du coup, c'est aussi de là que vient l'idée que la peine carcérale est une bonne manière de traiter les criminels, puisque au final, tu peux rien faire d'autre que les foutre à l'écart de la société. Ce sont des mauvaises personnes, par nature, tu vois, par essence. Ils ont une mauvaise âme. Donc pour moi, tu vois, cette idée-là d'âme, c'est ça, c'est ce qui fait ce que tu es toi. C'est quelque chose que, du coup, que tu peux pas apprendre ou désapprendre, qui est purement et simplement de l'ordre de l'inné et qui est pas de l'acquis. C'est ce qui est. C'est pour ça que, enfin, je parlais de valeur tout à l'heure. C'est un peu là-dedans.
c'était un peu une critique aussi quand je l'ai dit, parce que justement, je trouve que le concept d'âme, on donne une valeur à une vie, justement, qu'on a envie de conserver en souvenir. Voilà, de te dire, bah lui, il va aller à tel endroit, il a bien mérité de se réincarner en quelque chose d'autre, selon les cultures Ouais. ou quoi que ce soit. Et ben justement, Et justement, Vas-y, c'est vas-y. ce que tu disais, c'est ce que tu disais par rapport au fait que, bah, si t'es un impie, en fait, toi t'as pas d'âme, ou alors si t'es un animal, tu n'as pas d'âme. l'animal Donc, machine, hein. voilà, c'est. Et là, vous c'est- parlez de la Descartes, religion, là, vous parlez de la vision catholique, hein, on est d'accord. Hein. de l'âme. Mais du coup, Non, justement, j'aimerais bien on parle rebondir là-dessus. des religions monothéistes en général. Ouais. On, Mais on j'ai- peut, on mais- peut remercier Paloma dans le chat qui nous cite, si je me trompe pas, un des plus beaux textes de Shakespeare, une des plus belles pièces de Shakespeare qui traite justement de la réincarnation. Ouais. GG à toi. Winter's Tale. Ouais, un conte d'hiver ou le conte d'hiver, je me souviens plus en Et du français. coup, que, ouais, j'aimerais bien. Vas-y. Vas-y, je t'en prie, si tu veux rebondir, je t'en prie. Ouais, j'aimerais bien rebondir sur l'idée justement des différentes cultures, parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant selon moi avec le principe de l'âme, c'est que c'est quelque chose qui est quasiment universellement représenté dans toutes les cultures et dans toutes les religions. Du coup, c'est quelque chose qui a été étudié, hein, et on s'est demandé évidemment pourquoi est-ce qu'il y a eu cette idée-là, elle revient partout, dans toutes les cultures. Et il y a une explication qui, moi, me plaît énormément. C'est qu'il y a des types qui ont fait des essais sur les enfants. En gros, du coup, il y aurait deux manières de concevoir l'être humain. Il y aurait une manière associative, ou disons insécable, et une manière dissociative. Donc en gros, tu aurais l'être humain qui est un animal, qui a un début et une fin, qui naît et meurt, et entre les deux, il y a tout un tas de comportements, mais ces comportements ne peuvent pas être dissociés de son corps. C'est un peu comme on considérerait ton ordinateur, il fait des trucs, mais tu vois, il n'a pas d'âme, ton ordinateur. Mhm. C'est l'idée, ça c'est l'humain insécable, c'est une idée c'est une vision très très cartésienne de l'humain comme un animal ou quoi que ce soit qui n'aurait pas d'âme fondamentalement, ok ? Moi, Qui aurait juste un cerveau. Et il y a l'idée dissociative où on peut s'imaginer en dehors de notre corps. On peut imaginer notre personnalité, notre manière de penser et de réfléchir en dehors de notre corps. Et du coup, ce truc-là, c'est ce truc-là qu'on va retrouver dans toutes les cultures et qu'on va appeler l'âme, peu importe la culture. C'est ce que moi je suis. Je ne suis pas juste limité à mon corps, je suis quelque chose d'autre en plus qui serait à l'intérieur de ce corps. Et en fait, ils ont fait des tests chez les enfants pour essayer de déterminer si les enfants ils avaient plutôt un esprit, ils avaient plutôt une conception de l'homme associative ou dissociative. Et tu peux faire ça très tôt, avant même qu'ils apprennent à parler ou machin. Et très tôt, en fait, les enfants ont un esprit dissociatif. Donc ils arrivent à penser à eux-mêmes en dehors de leur corps. Ils arrivent à penser à d'autres personnes en dehors de leur corps. Et l'idée derrière ça, de pourquoi est-ce que ce trait-là serait apparu chez l'être humain, ce serait que ça permet la sociabilisation et surtout ça permet l'empathie en fait. Sans ça, l'empathie est impossible parce que tu as énormément de mal à te mettre à la place de quelqu'un d'autre puisque tu ne peux pas. Un peu trop différent de l'autre physiquement en tout cas. Non, mais il y a pas, même au-delà de ça en fait, si tu ne peux pas imaginer que tu es de toi-même en dehors de ton corps, c'est très difficile de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, il faut que tu puisses te mettre à sa place, tu vois. T'imaginer, si j'étais dans son corps, cette situation serait très désagréable pour moi. Je vais t'aider, donc. Et du coup, cette idée-là, l'idée qu'on puisse considérer notre personnalité, ce qui fait nous, en dehors de notre corps, faciliterait les relations humaines et aurait facilité l'hégémonie de l'humanité en tant qu'espèce dominante sur la planète. Parce que ça permet de créer des interactions sociales très très complexes et une entraide et créer de l'empathie tout simplement. Voilà. C'est un concept que j'ai trouvé hyper intéressant quand j'ai lu ça. J'aimerais rebondir sur le chat un peu, si tu permets, Titi. Ah, vas-y. Il y a Paloma qui nous dit il n'y a pas d'âme qui n'est mauvaise, elle le devient. Moi, je pense un peu comme ça. Après, je pense qu'il faut pas trop rentrer dans le délire pixarisé où tout le monde arrive en étant bon. Je pense qu'on arrive en étant un peu neutre et aussi bien nos bons côtés que nos mauvais naissent et ou disparaissent avec le temps. Donc, je pense que. Mais ça, je pense pour moi, c'est une conception très contemporaine en fait de l'âme. Il y a un peu cette idée-là dans le bouddhisme aussi, parce que l'idée de la réincarnation, je pense qu'elle est surtout représentée. Enfin, la manière dont on la conçoit, je pense qu'elle est très empruntée du bouddhisme. C'est l'idée qu'il y aurait
l'âme, ce serait un genre de truc spirituel qui nous est prêté et on doit faire en sorte, à travers nos bonnes actions, de le rendre dans un meilleur état que l'état dans lequel on l'a reçu. Et donc, mais je pense que... selon le bouddhisme, c'est le nombre de réincarnations qui purifie l'âme. Qui fait la valeur de l'âme, ouais. Plus tu te réincarnes, et à chaque fois, plus tu... Oui, bien sûr aussi, Ouais. bien sûr. Tes actions, évidemment. Mais ça, arriver à un certain nombre de réincarnations, on considère qu'on s'approche de l'état de la pureté, quoi. C'est jamais à ta première vie que tu seras Bouddha, grossièrement. Et moi, j'ai une petite anecdote personnelle qui va peut-être vous faire sourire. Je tiens ça de ma mère, qui tient ça, elle, de sa grand-mère, parce qu'elle me l'avait dit. Quand on fait le jardinage chez nous et qu'on croise, par exemple, un ver de terre, on fait très attention de le mettre ailleurs, et on dit ça pourrait être notre grand-mère, justement. Ça m'a toujours fait marrer, ce truc-là. Et ben, j'ai très envie de rebondir là-dessus. C'est que moi, j'ai une vision de la réincarnation qui est différente de celles qui sont religieuses, qui sont beaucoup moins de l'ordre du conscient ou de l'inconscient, ou même du spirituel, mais qui est au contraire très physique ou métaphysique, physique. J'aurais tendance à croire, et j'aurais même envie que ça m'arrive dans ce sens-là, que lorsque l'on meurt, notre corps se décompose en une multitude de particules qui vont s'envoler dans le cosmos et réatterrir quelque part, et que ma réincarnation se fera dans une multitude d'autres entités, qu'elles soient infimes ou gigantesques, et que en fait ce ne soit pas du tout dirigé vers quelque chose ou même singularisé. On pourrait même imaginer que d'une certaine manière, je sais plus qui c'est qui disait ça, que on a en nous une part de Shakespeare ou même de Gengis Khan. Bah écoute, oui, peut-être qu'en toi il y a un morceau de la langue de Johnny Hallyday, je sais pas, c'est possible. Et moi j'aime bien cette idée que quand on meurt, qu'on se décompose, on est redispersé, comme vraiment quelque chose d'infime, comme une bruine qui viendrait se mélanger à d'autres entités. Et voilà, moi je vois la réincarnation un peu comme ça. Et donc, c'est plutôt poétique, cette chose de pluie de qui s'accroche à tout plein de choses. Je trouve ça sympa. Il y a quelque chose d'extrêmement poétique aussi qui est absolument vrai, je veux dire, là, du sens scientifiquement béton, quoi. C'est que l'entièreté de ce qui vous compose, vous, et ce que vous bouffez et tout ce qui vous entoure est en fait issu de la production des étoiles. Voilà. Tout a été produit par les étoiles. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tous de la poussière d'étoiles au final. Ouais. Parce qu'en fait, à la base, il y avait que de l'hydrogène. Et en fait, l'hydrogène, donc c'est le premier élément. C'est ce qui compose les étoiles. c'est le premier élément du tableau périodique des éléments. Il n'y a que ça. Et en fait, dans les étoiles, qu'est-ce qui fait que les étoiles chauffent et font de la lumière ? C'est la fusion nucléaire. Donc c'est l'hydrogène. L'hydrogène se recompose pour faire de l'hélium. Et puis ensuite, en fait, ça assemble deux atomes légers en un lourd, et en fait tous les atomes qu'on trouve ici qui ne sont pas de l'hydrogène sont tous issus des différentes fusions successives dans les différentes étoiles qui nous composent. Et donc tout le carbone qui compose l'entièreté de votre corps et bref, tout a été d'abord produit et rejeté par des étoiles. C'est joli aussi. Oui, c'est aussi très joli. Ça ressemble beaucoup à cette vision que moi je peux avoir. En fait, finalement, je pense que assez instinctivement, je la tire de ça. Cette idée d'être une... En fait, oui, je suis une poussière d'étoile et je redeviendrai une poussière d'étoile. J'aimerais juste profiter de cette grosse digression. On a parlé des réincarnations sous différentes formes. On a parlé du vampire sous différentes formes. J'aimerais savoir si, en commençant par toi, Augustin, si tu vois un lien direct, indirect, clair, complexe, pas complexe, du vampire et de la réincarnation. Ah ouais, oui, clairement. Mais alors peut-être pas forcément de la réincarnation, mais de l'idée d'âme en général. Donc moi, alors là, j'ai aucune certitude sur ce que j'avance, hein, mais c'est un truc qui me semble, disons solide, argumentable. Pour moi, tu vois, l'idée principale, c'est que le vampire, c'est un mort-vivant. Donc, ce serait une créature qui serait morte. Et donc, ce serait une créature qui aurait, en fait, perdu son âme.
dans le folklore. Ouais. Et évidemment, pour continuer à se mouvoir et à agir comme une personne, quelque chose de vivant, il a besoin, disons, de voler la vie ou de s'abreuver de reliquats d'âme de quelque chose d'autre. Il a besoin de cette substance vivante qui lui manque. Et évidemment, avant qu'on comprenne bien proprement comment fonctionnent les corps humains, on avait tout de suite cette idée que le sang, c'est le fluide de la vie, quoi. Et que, bah voilà, si t'en perds trop, tu meurs. Les gens morts, quand ils coupent, ils saignent plus. C'est bizarre, on comprend pas. Donc, voilà, le sang, c'est le fluide de la vie. Le vampire a perdu son âme pour s'accrocher à la vie. Il a besoin d'absorber des reliquats d'âme des autres, donc boire du sang. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, c'est aussi quelque chose que j'aime bien avec l'histoire du miroir. C'est que ça peut-être... Alors, je sais plus qui disait ça, mais apparemment, le mythe viendrait pas de là. Mais c'était une idée qui me plaisait. Ce serait l'histoire... Parce que souvent, comme on comprenait pas... payer l'optique au début, il y a cette idée que le reflet, c'est un peu le reflet de ton âme, quoi. Et on voit, il y a ça un peu dans l'idée dans le tableau de, comment il s'appelle, Dorian Gray, là. Ouais, Bon, c'est pas un miroir, c'est un tableau, mais c'est un peu ça, tu vois. Il y a l'idée que ton image, c'est le reflet de ton âme, et donc ils auraient pas de reflet parce qu'ils auraient pas d'âme. C'était une idée. Alors apparemment, ça vient pas de là, mais c'était une idée qui me plaisait. Mais donc, tu vois, Mais ça vient aussi de là. C'est l'Église qui a instauré cette idée que le vampire n'avait pas de reflet parce qu'il n'avait pas d'âme. Après, Oscar Wilde... L'Église a inventé énormément de trucs pour juste pouvoir continuer d'être les protecteurs du peuple. Hein. Ils ont dit que Oscar Wilde, pouvait pas rentrer dans les Dorian lieux Gray, sacrés, etc. il ne traite pas du vampire. Enfin, on peut trouver des similitudes, mais... Ah non, je parle pas. Je prétendais pas qu'il était un vampire. Oui, okay. Je prétendais juste l'idée que l'image que tu reflètes aux autres pourrait être ou bien, tu vois, que ça soit un portrait ou un miroir, ça pourrait être le reflet de ton âme, tu vois. C'est un peu ça qui est traité dans Dorian Gray. Tout à fait. Et du coup, ouais, voilà, c'est l'idée que c'est une créature qui a perdu son âme et qui fait tout pour essayer de. Donc, ta pré-conclusion, je veux pas la faire à ta place, mais là, tu nous dirais que si le vampire n'a pas d'âme, en fait, le lien que tu vois avec la réincarnation, c'est qu'elle est impossible pour lui. A priori, hein. Ok. A priori. Enfin, je pense, hein. Pour moi, c'est vraiment cette idée que le vampire étant mort, son âme est sortie de son corps, et que du coup, ce serait pour ça qu'on pourrait attribuer tous ces comportements. C'est quelque chose qui... Ouais, je sais pas, ça fait sens. C'est peut-être complètement faux, hein. Mais ça fait sens pour moi. Non, mais le vampire existe, donc il n'y a pas de problème. La deuxième possibilité qui pourrait nous faire croire que pour que le vampire ne puisse pas se réincarner, c'est le fait qu'il soit immortel, et que le seul moyen qu'il aurait de se réincarner, parce que pour se réincarner il faut mourir, on est d'accord, hein. Donc vu que le vampire est immortel, c'est compliqué pour lui, donc peut-être que le seul moyen pour lui de se réincarner serait de se suicider. Est-ce qu'un vampire peut se suicider ? Bah j'espère. J'espère pour lui. Là, je crois pas. Hein. Je crois qu'il a pas le droit. qu'un vampire n'a pas le droit de se planter un pieu dans le cœur, par exemple. Moi, je crois que le vampire peut pas se suicider. Il peut se laisser mourir de faim, je pense. C'est possible, je sais pas. Non. Mais qu'est-ce que tu entends par pas le droit ? Il y a une force démoniaque qui fait que voilà. Il y a l'abandon. Il a pas le droit, il peut pas. Lucifer fait en sorte que les vampires n'aient pas la force, n'aient pas la volonté. C'est dans les règles. Voilà. C'est dans les règles. C'est dans Pathfinder 2, hein. Page 386. Oui, vas-y, je t'en prie. Et moi, je pense qu'il y a un côté, enfin, c'est un peu dur quand même. Enfin, c'est. Paloma dit vrai. Je réagis vite fait, mais très très dur de se couper la tête soi-même. C'est vrai que il y en a qui ont essayé. Bah, guillotine. Ouais. Sauter sur un pieu, c'est faisable pour la vie. Ah oui, il y a un truc comme ça, genre. Moi, j'aime bien croire que le sang, c'est le lien vital, physique et non l'âme. Et le vampire est un être qui erre comme une âme, car il a que ça, voire il n'est plus que ça. Oui, c'est vrai, c'est intéressant aussi que c'est le sang. C'est intéressant aussi. Tu voulais dire quoi, Arthur ? Je pense que le vampire et la réincarnation sont quand même beaucoup liés. Pour moi, en tout cas, un vampire, c'est avant tout un humain qui est mort, donc un corps qui a été désincarné et qui a ensuite été réincarné puisqu'il reprend vie. Donc je trouve que ça... En tout cas, ça me paraît juste. Le lien me paraît étroit, quoi.
Alors, je rebondis vite fait sur ce que tu viens de dire. Rebondir, ça va être le mot de la soirée, je crois. Si ce corps a été désincarné, c'est qu'il a été désincarné d'une âme. Ok ? Si on considère que le vampire n'a pas d'âme et qu'il a été réincarné, eh ben c'est avec quoi ? C'est quoi qui réincarne le vampire ? L'âme froissée humaine qui résidait dans ce corps avant. Je pense qu'on peut clairement ajouter un attribut au vampire, c'est que il a une âme, le vampire. Et que l'Église a fait en sorte qu'il n'en ait pas, juste pour continuer d'être les protecteurs. Mais le vampire, c'est un être qui possède une âme. Une âme qui n'est juste ni allée au paradis ni en enfer, qui continue, qui subsiste dans le monde matériel. Mais il a Une une âme âme. errante. Ouais, Brouty avait raison sur ce point-là, c'est sûr. Moi, je partage cette idée. C'est là-dessus que j'ai envie de vous citer quelque chose que j'avais J'ai cru relevé. que tu voulais rebondir. Mais non, justement, j'évite de rebondir, moi. Tu vois, parce qu'après, ça devient redondant, le C'est rebondissement. mauvais pour le dos, il paraît. Et donc, oui, moi, je rejoins plutôt la vision d'Augustin. D'où le sang est vraiment quelque chose dont l'âme découle, en fait. Et le christianisme a renforcé cette vision. Et c'est là où, là, je te rejoins, Timothée. C'est, pour citer le Nouveau Testament, le Christ qui dit, lors de la scène, hein, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Donc en fait, le principe d'incarnation, il est clair. Si tu manges le sang du Christ, T'as une partie de lui en toi, oui. tu vivras en lui. Donc en fait, voilà, celui qui n'accepte pas le Christ en lui refuse en fait le pardon divin. Et donc, de cette déduction-là, je partage tout à fait le vampire qui se nourrit de l'âme des autres pour survivre, en fait. Pour survivre. Ouais. Intéressant. D'ailleurs, il y a une grosse faiblesse scénaristique là dans la chrétienté. Hein. Si je peux me permettre. Parce que si en buvant le sang du Christ, il t'incarne un petit peu, disons que t'as un petit peu, tu vois, en buvant le sang du Christ, tu as cette aura divine en toi qui, voilà. Après, si un vampire il vient boire ton sang, il devrait par transitivité mourir en fait. Ben attends, mais Parce qu'il boit le sang du Christ un peu. Un vampire, un bon chrétien pour lui, c'est du régal parce que là, il a pas besoin de boire 3 fois dans l'année. Là, il est tranquille pour ça. Bah non, mais parce que non. Eh ben oui, dans le sang chrétien, c'est voilà, c'est x2. Hein. Bah, le problème du sang chrétien, c'est qu'il y a beaucoup Jésus dedans. Bah ouais. Ah ouais. Bah, et si l'eau bénite, ça les tue et les croix aussi. Non, mais ça veut dire que Jésus, c'est pas béni, Jésus, c'est juste Jésus, tu vois. Ouais, voilà. C'est peut-être ça. Alors moi, j'aimerais vous proposer une idée du vampire et de la réincarnation. Et de l'incarnation aussi, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, de cette question d'incarnation. Moi, j'ai pensé à un truc, je me suis dit que ce virus, ce fameux virus V, donc le virus vampire, c'est quelque chose qu'on transmet de victime en victime. Compte tenu du fait que le vampire qui a transmis ce virus puisse dominer la personne transfugée, on considère qu'il y a une partie de lui dans ce virus V. Une subsistance, un peu à la même image que Jésus a une subsistance dans le corps des chrétiens. Là où je veux en venir, vous le voyez très vite, c'est que le vampire, d'une certaine manière, en se reproduisant, il se réincarne, dans le sens où il s'incarne à nouveau dans une autre personne, mais tout en restant vivant. Donc c'est peut-être un des seuls êtres ou une des seules créatures du folklore, ou même de l'histoire des créatures vivantes, qui est capable de se réincarner sans mourir. Est-ce que c'est de la réincarnation ou est-ce que c'est de la paternité ? Bah, voilà. Est-ce que du coup le virus ce serait pas plutôt genre ses spermatozoïdes à lui ? Parce qu'il a une certaine autorité sur toi après, mais est-ce que c'est une autorité ? C'est une autorité qui va au-delà d'une autorité qu'on acquiert, parentale. C'est un truc qui est en toi de manière bien plus puissante. C'est ton code source, quoi. Parce que, ouais, c'est ton code source. Parce que, tu vois, le sang, qui est l'âme, il te met une partie de son âme
en toi. Ouais. 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 Hmm. Ah non, mais attendez, les gars, moi, j'estime pas donner une réponse. Hein. C'est une idée, c'est un concept, voilà. Ah ouais, ouais. Ah non, mais je respecte. Mais effectivement, il y a un peu de ça. Pourquoi pas, c'est Ouais. une idée. Tiens. On peut commencer par toi, Arthur Dio. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Eh ben, écoute, Winter's Tale, pardon, de Shakespeare est une bonne pièce de théâtre qui traite de la réincarnation. Ok. Je dirais Dracula de Coppola parce que voilà, c'est le meilleur film de vampire, je pense, qui existe au monde, de tous les temps, de partout. Et pour juste le plaisir des gens qui aiment les animés, les mangas, tout ça, Blood, The Last Vampire, indéniablement le meilleur manga qui traite de ce sujet. Voilà. Ok. Merci pour ces petites recos, ça fait plaisir. Le film aussi. Ah, le film Winter's Flake, Winter's Tale, il a été adapté en film. les céréales de l'hiver, donc. Ah d'accord, il y a un film aussi, d'accord, ok. Bah merci pour la précision, Paloma. Augustin, je t'en prie, à toi. Ben moi, je vais pas avoir 40 000 trucs à recommander, parce que j'ai principalement des références qui sont très connues, donc ça sert pas forcément à grand chose de les remettre. Bah, mais je t'en prie, ce qui est connu pour toi l'est pas forcément pour les autres, hésite pas, vraiment, hésite pas. Mais je recommanderais bien Je suis une légende, le livre, parce que la plupart des gens ont vu le film, mais selon moi, le film est très très loin de faire honneur au livre. Il est même... D'accord. Selon moi, bon voilà, je sais pas, on va peut-être pas, je vais pas en parler très longtemps, mais selon moi, le film, il bafoue un petit peu tout ce qui fait le sel du livre. Ok. Les principales reproches que je ferais au film, c'est qu'il dénature le personnage déjà. Donc en fait, le truc caractéristique selon moi dans le film, c'est que la scène d'exposition, la première scène où tu vois tu rentres dans le film, quoi, on te montre dans un plan séquence un appart new-yorkais hyper stylé, avec sur la table basse posé un New York Times avec Man of the Year et la gueule de Will Smith, et après la caméra continue à avancer et tu le vois en train de faire des tractions, et il est hyper beau gosse, il fait des grosses tractions, là, il y a ses abdos qui ressortent, voilà. Ça c'est, tu vois, le film commence comme ça, et on te montre déjà immédiatement, tu vas voir l'histoire d'un type, c'est pas toi, tu vois. Ouais, genre le type, c'est un super type. c'est toi dans tes rêves les plus fous, t'es pas aussi stylé que lui, tu vois. Le mec, il est hyper riche, il est hyper intelligent, c'est un scientifique de renom, il est hyper beau gosse, mais il reste humble et tout, voilà. C'est le mec parfait, c'est le héros archétypal. Alors que dans le bouquin, pas du tout, c'est un type, je sais même plus ce qu'il fait dans la vie, avant que l'infection se développe, mais en fait... Ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que c'est un type qui juste comprend pas ce qui se passe. Et en fait, c'est, selon moi, un bon bouquin qui montre un type qui, malgré lui, doit faire une démarche scientifique un petit peu, parce qu'il essaye, du coup, il est curieux d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, et en fait, dans son environnement, tout le monde s'est transformé en vampire, et donc, quand il se balade la journée, tout le monde dort, en fait, et ils sont tous entièrement à sa merci, il peut faire des essais sur eux, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, donc il se rend compte que l'ail ça les éloigne, qu'un pieu dans le cœur ça les tue, ce genre de choses, mais il découvre tout ça petit pas à pas, et en fait il se retrouve à vivre tout seul dans une baraque entourée d'ail, où il met des dispositifs pour effrayer les vampires la nuit, pour être tranquille. Mais donc voilà, il y a tout ce sel c'est un type comme vous et moi, qui essaye de comprendre ce qui se passe dans un environnement très 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 bizarre. L'auteur à la base met le lecteur dans une position assez similaire au héros du livre, alors que dans le film, au contraire, on crée une grande distance qui est très traditionnelle dans le cinéma américain, pour continuer de créer cette sensation d'admiration, de starification du héros. Hein. C'est ça. Et alors là, je vais inviter tous ceux qui ont envie de lire le livre à pas écouter, parce que je vais faire un spoiler énorme du livre, mais pour moi c'est un des pires trucs. Je pense que c'est proscrit, tu peux pas. Je peux pas. On en parlera après le live alors. On en parlera entre nous, voilà, mais tu peux pas recommander et spoiler, c'est impossible. D'accord. Eh bien, je dirais, voilà,
J'ai juste que la fin est très très bien, C'est et la une fin est super très très c'est différente une dans le super livre recommandation. que dans le. Je tiens à dire que t'as eu très chaud, hein, le ban allait partir. Hein. Ouais, et ouais, c'était c'était très close. Est-ce que tu as d'autres choses à nous recommander? Ou pas? Ou on passe à Arthur? Augustin? Ah oui, attends, dans le chat, c'est vrai que dans le film, c'est pas du tout clair que c'est des vampires. Dans le livre, c'est des vampires. Hein. C'est des pas du vampires tout clair 100%. dans le Ils ont dans peur le de film, l'ail, tu les tues avec un pieu en bois, ils boivent du sang et tout, c'est des vampires 100%. Ok. Est-ce que du t'as coup, d'autres c'était quoi ta question est-ce que t'as d'autres recommandations à nous faire? Non. Ok. Rien de très très intéressant à part ça. Arthur? Alors oui, en termes de recommandations, je ne peux que recommander effectivement Dracula de Coppola, hein. Bram Stoker's Dracula. Exceptionnel, voilà, à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ensuite, il y a le jeu vidéo Castlevania. Si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez casser du mob, malheureusement, Lequel ça va être Castlevania. Moi, je parle pas du jeu d'arcade. Hein. Tu parles de Lord of Shadows, Voilà, je après. pense. De Lord of Shadows. Qui fait ça après? C'est Capcom, hein. Ouais. Sur PlayStation 3, ouais. Et il est exceptionnel. Très bon jeu. Ça dérouille sec. C'est vraiment dynamique comme combat. Il y a un bon storytelling. C'était un vrai gap esthétique aussi en termes de qualité de. Ouais, carrément. C'est un vrai gap à cette époque. Et je recommande aussi l'adaptation de Netflix Castlevania, qui est très bien, un bon anime, vraiment cool, on passe un bon moment. C'est vrai. Voilà. Par contre, je peux pas laisser dire que c'est Capcom qui a fait Castlevania. C'est pas Capcom. Le deuxième, c'est Konami. Hein, c'est c'est Konami. Ah oui. Ok. Ouais, bon pour moi. Ok. Voilà. Moi, c'est à peu près tout ce que je vais recommander. Après, il y a énormément de... Alors si je peux vous recommander le film 21 jours de nuit. Pas parce que c'est un bon film, mais parce que je kiffe le concept. Il me semble, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, j'ai pas regardé, mais en gros, c'est des mecs qui vont faire une mission scientifique au pôle arctique. Et donc, la nuit éternelle va se coucher sur le village dans lequel ils se trouvent. Et malheureusement, c'est un village peuplé de vampires et ils sont partis pour 6 mois de nuit. 6 mois dans la nuit. Autant dire qu'ils sont dans la merde. Voilà. Sinon, il y a aussi le magnifique film qu'on a vu là, produit par. Tu te rappelles pas, Tim, Une nuit en enfer? C'est un bon film de vampire. Oui. De Robert Rodriguez, Voilà. écrit par Tarantino, joué avec Clooney. Ouais, c'est une petite pépite, une petite merveille ce film. Très drôle, c'est beaucoup moins sérieux, on va dire. Bon bah écoutez, moi pour vous donner un petit mot de la fin, je vais vous recommander un film suédois qui s'appelle Morse, qui est pour moi une des œuvres qui traite le mieux du vampire et de la condition du vampire, parce que c'est pas du tout romantique comme peut l'être Entretien avec un vampire, qui je pense est le deuxième qui se rapproche le plus d'une version réaliste du vampire, mais en tout cas ce qu'il pourrait vivre dans une société normale, pas une société fantasmée comme peut l'être Dracula de Coppola. Morse, c'est l'histoire d'un petit garçon qui aperçoit des comportements étranges d'une autre petite fille et qui découvre lentement qu'elle est un vampire. Alors c'est pas clair, hein, on parle pas vraiment de vampires, etc. Mais c'est un film qui est vraiment merveilleux, autant par sa poésie que par son réalisme et sa réalisation. J'ai envie de recommander quelque chose de beaucoup plus kitsch, beaucoup plus gore, beaucoup plus violent et beaucoup moins accessible, et ça s'appelle Hellsing. C'est un animé, à la base c'est un manga. Hellsing Ultimate plus particulièrement, qui se découpe en 12 épisodes il me semble, de 40 minutes. C'est une pépite d'animation, c'est hyper bien animé, il y a beaucoup de travail, les musiques sont dingues, enfin tout est super. Je vais pas déblatérer 1000 ans, mais allez voir Hellsing Ultimate, faites-vous ce plaisir. Et puis je vais vous envoyer un petit lien dans le chat, que je suis allé chercher tout à l'heure. C'est le lien d'une musique. C'est la musique de Voice Killer, donc la musique de Dracula de Coppola. Voilà, allez là, écoutez-la, mettez-vous bien. Ouais. Moi je peux pas la diffuser ici parce qu'on va se faire strike, mais écoutez ça. Le film a reçu un Oscar pour la musique d'ailleurs, ainsi que pour les costumes. Hein. Ah bah voilà, tout s'explique, la musique c'est une merveille. Voilà pour les petites recommandations. J'espère que vous avez kiffé, on était très content de pouvoir faire ça.
C'est tous les dimanches, il y aura un upload donc tous les lundis ou mardis dans la semaine sur YouTube. J'espère que vous avez tous passé un bon moment, que ce soit les acteurs de ce podcast comme les spectateurs. Et la semaine prochaine, on parlera du paladin et du sujet plus général du sacré et du profane. Voilà, au sens... voilà. On va essayer d'associer ça. Ces deux idées, ces deux grands concepts. Aussi complexes, ouais, c'est vrai. Mais bon, on aura une semaine pour ceux qui participeront pour éclaircir la question et étudier un peu. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Fin de Bonne soirée. soirée à tous. Bonne soirée. Et puis avec plaisir. Et puis de penser aux vampires et à la réincarnation. N'ayez pas peur des vampires, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que vous ne le pensez. Ça s'appelle des punaises de lit. Bonne soirée.